Merci Monsieur le Président. Je remercie Monsieur Rousset pour cette intervention qui cadre en fait, recadre un peu notre sujet, à savoir les droits de l'homme dans un contexte éminemment technopolitique dont j'ai fait état dans mon intervention, puisqu'il s'agira en fait de mettre en exergue la nature conjecturelle, contextualisante des droits de l'homme, alors même qu'on parle de l'universalité. Il ne faut pas oublier que les droits de l'homme sont interprétés, appréhendés et perçus dans un contexte culturel, identitaire, géopolitique et quand on parle d'intelligence, avec les derniers développements des métavers et l'intelligence artificielle, quels sont en fait les enjeux pour les droits de l'homme, de l'évolution de cette technopolitique qui devient de plus en plus envahissante. Alors, M. Rousset avait fait état de Orwell. Je vais citer Georges Bernanos, qui est campé un peu pratiquement sur des thèses assez similaires qu'Orwell. Dans La France contre les robots, Bernanos accusait la civilisation moderne d'être une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Alors en fait, par cette phrase, il essayait en fait de mettre l'accent beaucoup plus sur le caractère mortifère et menaçant de la mentalité moderne que sur la technique. Mais une réflexion similaire pourrait être très pertinente dans le contexte de notre monde contemporain, notre postmodernité tardive, où le règne de la technopolitique, le numérisme triomphant, forge une nouvelle mentalité, un nouvel imaginaire collectif, un nouveau discours techno-futuriste qui nous vient de l'idéologie de Californie et de Silicon Valley. C'est la promesse en fait de la technique libératrice, voire un nouveau mental imaginaire qui est numérique. Aujourd'hui, on parle d'identité numérique. D'autre part, sans pour autant tomber dans un discours qui soit complètement technophobe, on peut légitimement s'interroger sur l'influence de cette technopolitique contemporaine sur les droits de l'homme. Et même si les droits de l'homme qui impliquent donc le respect d'un certain nombre de droits, comme la liberté de conscience, la liberté de penser, la conviction religieuse, qui sont consubstantiels aux droits inhérents à chaque humain, à la nature humaine, ils sont aujourd'hui pensés comme une référence universelle par les organisations internationales, par les rapports de force entre États, au sein des sociétés civiles, et forment en fait une composante majeure de la géopolitique contemporaine. D'autre part, même si la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été, depuis sa naissance, largement complétée par d'autres textes, d'autres droits, je dirais, secondaires et dérivés de ces déclarations, il ne faut pas oublier que les droits de l'homme procèdent avant tout, même si l'on énumère, je dirais, si on met l'accent sur l'imprescriptibilité, le caractère naturel de ces droits, elles procèdent d'une certaine vision du monde qui est éminemment occidentalo-centrée, individualiste et rationaliste, qui est héritée des Lumières, un ordre à la fois social et juridique qui prescrit aussi des comportements, pas seulement des droits, c'est-à-dire des us et coutumes sociales qu'il convient de respecter, souvent sous peine d'être critiqués, voire ostracisés, exclus des cercles de la raison dominante. C'est la raison pour laquelle ils sont très souvent perçus dans les démocraties occidentales comme expression de la pensée dominante d'un politiquement correct, qui ne serait en fait qu'un aspect de la religion séculière qu'on peut appeler la religion des droits de l'homme. Certains parlent du droit de l'hommisme. En effet, les droits de l'homme peuvent être analysés dans le cadre de leur infaillibilité, de leur sacralisation, comme une nouvelle forme de religion du salut, une sotériologie, des religions séculières dans le sillage de la pensée de Voegelin ou de Hart. Dans la seconde moitié du XXe siècle, cette religion a été très largement occupé le vide creusé en Europe occidentale, à la fois par l'effondrement des pratiques religieuses chrétiennes et par l'implosion du communisme soviétique. Avatar de la religion de l'humanité, on se souvient de la fameuse religion positiviste d'Auguste Comte, qui parlait en fait de la religion
de l'humanité, donc qui était en fait un mix de technocratie saint-simonienne avec une lecture, je dirais, très cartésienne de la catholicité. Le culte des droits de l'homme a remplacé depuis quelques décennies le communisme, dont il partage la nature de la religion séculaire dans un rôle d'utopie censé instaurer le règne du bien sur Terre. Dans cette nouvelle religion séculaire, les droits de l'homme sont en charge d'une nouvelle promesse d'établissement d'un royaume du Dieu sur Terre, en charge d'un projet d'une humanité qui serait réconciliée grâce à l'instauration d'une société parfaite au moyen de la mutation d'un monde ancien en un monde nouveau, entièrement cosmopolite, fondé exclusivement sur les droits des individus. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des historiens comme François Furet, l'historien américain Samuel Moy dans son ouvrage The Last Utopia, qui parle d'une hégémonie de l'idéologie des droits de l'homme depuis des décennies du XXe siècle, qui s'est édifiée sur les ruines des idéologies révolutionnaires. Ce serait donc de l'implosion des utopies antérieures que serait née une dernière utopie, une seconde religiosité que sont les droits de l'homme, comme norme suprême censée faire advenir un monde meilleur. Héritage des Lumières et pour les peuples non européens, par contre, ils sont de plus en plus perçus comme une volonté d'imposition du libéralisme occidental, de ses valeurs individualistes et de la perpétuation d'une forme de néocolonialisme. En effet, de la Chine à la Russie, en passant par de nombreux pays d'Afrique, mais également parmi les mouvements conservateurs au sein des démocraties, la contestation est profonde et on s'interroge sur la surhumaine de cet ordre de liberté qui est fondé sur les équilibres géopolitiques de 1945. En dépit de l'universalité des droits étant bien sûr inaliénables, indissociables et universels, on a assisté au cours, comme je l'ai dit, au cours de l'histoire à une prolifération de textes, de normes juridiques qui édictaient le plus souvent de nouveaux droits ad hoc, des droits qui ont été de plus en plus, je dirais, interprétés dans un sens essentiellement beaucoup plus occidental et libéral, alors qu'on en a fait fi d'un certain nombre de devoirs qui résultaient en fait de l'appartenance en fait non seulement des individus mais des peuples à des communautés enracinées. On voit bien en fait que le débat entre les deux écoles, je dirais des droits de l'homme occidentale et non occidentale est encore prégnant, puisqu'on a hérité d'une conception occidentale des droits de l'homme qui se fonde essentiellement sur une philosophie lockienne d'individualisme juridique, sur le subjectivisme, sur un nominalisme de type occamien qui fait fi de toute universalité et d'objectivité, de réalité transcendante, et on a muté finalement vers une forme, je dirais, de droit relatif de droit des humains qui est essentiellement protecteur et prophylactique, mais qui est fondé, je dirais, sur un ordre plus ou moins marchand, libéral. De ce fait, on peut dire que le droit de l'homme s'accommode bien du droit des consommateurs, du droit du capital, et que finalement le marché converge très bien avec finalement tous les droits et la déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, condition essentielle et attribut de la dignité, le respect, à mon sens, du fort intérieur, de l'âme humaine, est l'un des domaines les plus bafoués, et on n'en parle éminemment pas dans les cénacles qui sont extrêmement, je dirais, portés sur la chose d'une façon juridique. On peut dire que finalement, les technologies technoscientifiques qui deviennent de plus en plus invasives et de plus en plus toutes puissantes, les phénomènes de contrôle social par l'ingénierie sociale, le conditionnement médiatique, les stratégies délibérées des politiques de la peur, l'inflation informationnelle et surtout à l'heure des réseaux sociaux et d'Internet, on assiste finalement à une véritable violation du fort intérieur et de la vie intérieure par des stratégies de captation et de détournement de l'intention. En effet, constituant la partie la plus vulnérable et intime de l'être, les droits de l'âme devraient être imprescriptibles, comme le suggère Nicolas Gomez Davila. En effet, la nouvelle société de traces numériques dans laquelle nous vivons
rend pratiquement impossible la possibilité de l'oubli numérique, de la discrétion, voire d'un certain culte du mystère ou du secret. Nous vivons profondément d'une manière transparente, ce qui porte atteinte finalement à notre sphère la plus intime et la sphère privée. L'impossibilité donc de supprimer et de manipuler les traces numériques suscite aujourd'hui les plus grandes craintes. On assiste à une fragmentation constante des contenus sur Internet dans laquelle l'information s'adapte à chaque condition de lecture et d'écriture. L'entité numérique collecte les traces qui laissent nos connexions, requêtes, téléchargements, géolocalisation, achats, mais aussi des contenus produits, copiés, récupérés. Tout cela crée en fait une véritable toile d'araignée, une forme fragmentée de notre identité numérique, dispersée à travers les réseaux. Les opérateurs, les détaillants, les moteurs de recherche, l'intelligence artificielle en savent beaucoup plus sur notre comportement numérique que nous, car ils ont de la capacité d'archiver et de faire des références croisées et de les modéliser. Il n'y a pas si longtemps, le philosophe tchèque Jan Patočka développait dans son livre « L'Europe après l'Europe » la thèse selon laquelle nous vivons dans le monde de l'après-Europe, que Patočka situe dès la fin de la Première Guerre mondiale, une Europe dévoyée spirituellement par la globalisation marchande et l'ère planétaire. Il s'interroge en fait sur l'héritage européen et constate avec raison que l'Europe a renié son identité originelle et sa vocation première qui est celle de soigner son âme. En reprenant ce thème socratique, le sacrifiant à l'adoption généralisée et démesurée du seul calcul de puissance et des reliquats de sa suprématie déchue. En fait, la post-Europe dans laquelle nous vivons est à l'image de cette post-humanité expérimentale qui, au nom d'un progrès infini des chimères transhumanistes du marché et du capital, réifie le monde et les peuples en valeur d'échange. Lors des successives commémorations des déclarations des droits de l'homme, le 10 décembre, il convient de prendre conscience de cette maladie et de cette mesure, de cet oubris économique et marchand, de l'hyper-individualisme libéral qui, en fait, sape les fondements d'une authentique liberté de l'âme humaine. D'autre part, même si en rapport avec les régimes totalitaires dans le monde, les démocraties occidentales sont largement en avance sur la défense et le respect des droits de l'homme, avec un nombre conséquent, je dirais, de moyens juridiques et de textes de conventions internationales protectrices, il n'en demeure pas moins qu'elles ne sont pas infaillibles et sujettes à des dérives néo-totalitaires. Je citerai dans ce sens lors du 50e anniversaire de l'œuvre bien connue d'Alexandre Solzhenitsyn, L'archipel du Goulag. Solzhenitsyn, comme vous savez, qui a passé pratiquement 8 ans au Goulag pour avoir critiqué le stalinisme, lui-même se permet de se questionner son héritage, l'héritage des droits de l'homme aujourd'hui dans l'état actuel, je dirais, du monde qui est abreuvé en fait de technopolitiques et de nouveaux gadgets technologiques. Cet anniversaire coïncide avec la commémoration de son discours, le déclin du courage, en 1978, qu'il a prononcé donc à l'université de Harvard, et dans lequel il avait appelé à la vigilance et le courage face à un certain nombre de menaces, et qu'il appelait lui-même le péché originel de l'Occident, c'est le juridicisme, cette fâcheuse tendance à vouloir tout légiférer, régenter, au-delà, et bien sûr avec le rôle complaisant des médias, qu'il considère comme une quatrième force à côté donc des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Solzhenitsyn estime en fait que ce péché d'orgueil, en fait, cette volonté de tout légiférer, consiste à vouloir s'ériger en modèle sacro-saint et omettre de tenter de comprendre comment d'autres cultures et comment d'autres civilisations peuvent penser les droits de l'homme, peuvent penser la liberté. C'est bien cette prétention à l'universalité qui peut se révéler dangereuse pour peu que d'autres la perçoivent, ou mieux comme idéologique, ou pire comme un sentiment de supériorité, comme une forme d'utopie qui cousine avec certains aspects avec le communisme. On voit bien qu'on est dans cet excès de légifération, on rejoint un peu les thèses de Philippe Muret, cette envie du pénal, une envie de tout pénaliser, de régenter en fait toutes les interactions sociales et personnelles par une juridisation excessive.
Il convient à ce titre de souligner que l'acceptation de l'universalité des droits de l'homme ne menace en aucune façon et ne devrait pas menacer la diversité des individus, des peuples, induite par des cultures différentes. Car universalité ne doit pas être synonyme d'uniformité. La diversité exige un monde dans lequel l'ensemble des individus sont égaux et ont droit au même respect, ainsi que les peuples qui ont droit non seulement à l'autodétermination, mais aussi à leur droit de rester eux-mêmes. Chaque État, chaque société est libre de définir et d'appliquer les normes qui lui semblent spécifiques. En ce qui concerne, je vais aller vers la conclusion, ne vous inquiétez pas. Ça serait bien, en fait, de faire un saut historique et de voir que finalement les droits de l'homme ne sont pas historiquement, je dirais, l'apanage et la création même de l'Occident. L'idée selon laquelle les hommes possèdent les droits inhérents et ancrés sont à la base de culture et de traditions anciennes. Maintes exemples sont illustrés par des codes d'usage influents qui confirment en fait que les droits de l'homme ne sont pas une invention occidentale, ni une avancée, je dirais, du XXe siècle. Les droits de l'homme sont une réponse à des besoins quasiment humains, naturels, universels, à la quête de justice. Toutes les sociétés humaines ont à un moment donné développé des systèmes qui permettent de garantir la justice, que ce soit dans la tradition orale ou écrite, et même dans des traditions qui ne nous ont pas survécu. On peut citer le Code Hammurabi, on peut de même citer un certain nombre de textes de culture islamique et de culture perse qui ont précédé, en fait, je dirais, la formulation des droits de l'homme et de la justice de l'être humain telle qu'elle a été développée en Moyen-Âge en Occident, avec finalement l'ensemble du legs de la scolastique du Moyen-Âge concernant, en fait, qui a énormément influencé la formation du droit naturel. En dépit donc de l'universalité proclamée, il convient toujours, comme je l'ai dit dans mon introduction, de replacer les droits de l'homme dans le contexte politique, culturel, mais aussi technopolitique. En effet, ces droits sont aujourd'hui menacés dans le cadre d'une expansion technopolitique dans le monde, je dirais, au niveau global, mais surtout en Occident. La technopolitique, étant une science plus ou moins, je dirais, pionnière, englobe finalement un concept, une approche pluridisciplinaire qui étudie l'influence et l'interaction entre les technologies d'information et de communication pour influencer, voire manipuler les processus politiques et sociaux. Le gouvernement technopolitique est l'aboutissement d'un processus finalement de désessentialisation du politique, marquant le passage du gouvernement des hommes vers le gouvernement des choses, puis le gouvernement par la technique. Aujourd'hui, on parle du gouvernement numérique, algorithmique, qui serait finalement un des avatars de ce que Foucault appelait la biopolitique, plus aujourd'hui la numérique. Le numérique. On appelle ça aujourd'hui, après la grande réinitialisation qui a été finalement annoncée en grande pompe par Klaus Schwab au forum de Davos, on parle aujourd'hui d'une convergence bionumérique. La crise du Covid a mis en lumière en fait cette véritable révolution anthropologique, mais aussi le clivage politique entre partisans de la technicisation du pouvoir politique, qui s'appuie essentiellement sur les experts, et les populistes qui, eux, cherchent à renforcer le rôle du peuple dans le processus décisionnel. On voit bien finalement que dans le cadre de la technopolitique, il y a une technocratisation du politique, en même temps qu'un processus, je dirais, de technoscience qui consisterait finalement à déléguer la sphère publique, sphère privée, la démocratie, et donc c'est avec tout ce qu'elle comporte en matière de participation et d'engagement des citoyens, à finalement des plateformes numériques. C'est ce qui s'est passé durant le Covid, lors de la clusterisation, je dirais quasiment, et la médicalisation d'un certain nombre de périmètres, même au niveau sécuritaire, avec les QR codes, etc. On a eu une délégation finalement de la chose publique à des plateformes qui étaient
essentiellement soumis finalement à des processus d'intelligence artificielle. Alors je vais conclure. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que les droits de l'homme actuels, pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir anticiper en fait sur les nombreuses menaces qui guettent finalement les simples libertés qui sont fondamentales, publiques et privées, il faut avoir à l'esprit que ces droits de l'homme s'inscrivent aujourd'hui dans une véritable révolution anthropologique. Car le choc technologique et son impact sur les citoyens, les hommes, sont les enjeux clés du XXIe siècle. On voit bien finalement que les géants des GAFAM, les géants américains, les big tech, constituent aujourd'hui des entités hybrides qui sont supérieures en matière de PIB finalement et de profit aux États. La souveraineté actuelle est largement dépassée par le poids économique et financier des GAFAM. Là où on peut dire qu'ils ont un rôle, je dirais, pernicieux à l'égard des droits de l'homme et de la sphère privée des individus, c'est qu'ils remodèlent non seulement la morphologie des États, on a vu qu'il y a une gouvernance algorithmique qui se met en place, mais ils remodèlent aussi notre façon de penser, notre façon, notre imaginaire. Les réseaux sociaux, les différentes, je dirais, matrices culturelles d'Internet colonisent l'imaginaire collectif des futures générations. Elles interviennent donc aussi au civil, mais interviennent, comme mon collègue Rousset a fait part, dans le domaine militaire. Elles tracent les nouvelles frontières de souveraineté. On voit bien que dans l'industrie militaire investit énormément dans la cybersécurité. Ici, on est, je dirais, l'enjeu majeur, c'est qu'on est au cœur de la fabrique de la puissance technopolitique future, où finalement on rivalise les États-Unis avec la Chine, mais avec d'autres acteurs, même des acteurs privés. On voit donc qu'il y a des liens ambivalents entre Big Tech et Big State. C'est en fait une forme en fait de léviathan hybride, une forme d'état cyborg qui s'autonomise de plus en plus comme l'intelligence artificielle et qui gouverne en fait la société. Et c'est bien cette révolution anthropologique du numérique, et surtout donc les derniers développements en matière d'autonomie de l'intelligence artificielle et du métavers, qui procèdent par voie de disruption et de déstabilisation permanente, que ces technologies qui sont fondamentalement ancrées dans l'hypervitesse et l'hybridité, on trouve finalement les dernières, je dirais, déclinaisons, je dirais, menaçantes en ce qui concerne la conservation des droits de l'homme, qui ne sont rien d'autre que la conservation de notre singularité, de notre identité, de notre cerveau, de notre santé mentale, parce que la santé mentale est extrêmement importante, notre vie intérieure et notre âme, à laquelle je fais référence, même si on est religieux ou pas religieux, c'est quand même un esprit, quelque chose d'impalpable qui meut la matière en nous, qui peut être à la fois individuelle et collective. En fait, c'est l'ultime champ de bataille pour la sauvegarde de ce qui reste encore du peu de liberté qu'on nous laisse. Voilà.